Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Astronogeek, un petit peu particulier parce qu'il sera filmé à Paris. Aujourd'hui, je réponds à l'invitation de la Maison de l'Astronomie, qui est un très vieux magasin d'astronomie situé rue de Rivoli à Paname. Et donc ce magasin a un peu fait peau neuve, notamment sur les réseaux sociaux, et je réponds à leur invitation pour venir tourner une vidéo chez eux. Ici a été prise une des plus célèbres photos de Robert Doisneau, le baiser de l'hôtel de ville. Et la Maison de l'Astronomie, c'est juste devant. Bonjour. Comment ça va? Exactement. Jamais enchanté. Bonjour. Voilà, alors je vous présente le rayon des jumelles, on va vous appeler comme ça, hein, c'est-à-dire tout ce qui est... C'est marrant, ils se ressemblent pas trop. Non, mais ils sont pas de sexe féminin non plus, mais... Très beau jouet ça. Oui, c'est... J'ai la même et je me suis déjà bien mis avec. Bon. C'est marrant, il n'y a pas le prix sur celle-là. Je me demande pourquoi. Ça, c'est une palacite. C'est sûrement ce que tu peux trouver de plus chouette en météorite. C'est une belle lampe derrière. C'est... Ouais, normalement, c'est translucide. La palacite, là, c'est combien? La palacite, alors... La palacite, on ne la vend pas. Ah, elle a carrément pas de prix. Elle a carrément pas de prix parce que c'est un... on va dire que c'est un ornement de décoration de la vitrine, si tu veux. Dommage. Alors, tu as ces petites écailles de météorites aussi, hein, qui sont d'authentiques bouts de Mars. météorites martiennes. Ouais, je vois ça. Mais c'est vrai que sur un format, alors c'est pas très cher, mais Ouais. avoir des... Bon, c'est pas très cher, c'est quand même 14 919 €, hein, c'est... Ça, j'ai bien entendu de la référence. Il est assemblé, il tombe pas en morsif si je... Non, Ouais. tout va bien. Ok, alors attends, je... C'est bon. Alors, en fait, un astrolabe, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer en détail comment ça marche. J'ai essayé d'apprendre, mais comme j'en avais pas un sous la main... Enfin, bon, hein. En fait, si vous regardez là, dessus, en détail, vous voyez le nom des étoiles, et ça indique la place des étoiles dans le ciel, quand on prend les mesures. Et c'est tellement précis que, étant donné que on a un déplacement du... Comment je vais vous dire ça? La voûte céleste, c'est pas tout à fait la même aujourd'hui qu'il y a plusieurs centaines d'années. Et en plus, on a ce qu'on appelle la précession des équinoxes, qui fait que le ciel, ben, il se déplace toujours de la même manière, mais tout en se décalant au fil du temps. Et ces trucs-là, c'est tellement précis que tous les 70 ans, bah, c'est plus juste. Si tu prends un astrolabe du 18e siècle, il est plus juste aujourd'hui. Les étoiles ne sont plus au même endroit. Et alors, tu permets, pour mesurer les étoiles, on a un petit viseur là derrière. C'est ce petit machin là. Tiens-moi voir juste la caméra s'il te plaît. Voilà. Là, il y a un viseur. En fait, les deux trous là, c'est pour regarder une étoile. Donc ça se tient comme ça en le prenant par l'anneau en haut. Et je vise une étoile. Alors je vais viser genre l'étoile là, elle est très brillante celle-là, ça doit être une géante rouge. Ok, je vise l'étoile. Alors je suis très nul à l'utilisation d'un astrolabe, hein. Il va vraiment pas falloir m'en tenir rigueur. Et donc en ayant visé mon étoile, je peux dire si je connais ma position, l'heure qu'il est, et si je connais l'heure qu'il est, je peux connaître ma position. Si vous regardez, là vous avez les différentes périodes de l'année, les jours, l'heure aussi, là. Et justement, avec cette mesure, vous pouvez déterminer ça. Vous pouvez le déterminer avec le soleil aussi bien qu'avec les étoiles. C'est un joli jouet, hein. Mais bon, on paye le prix du laiton sur un machin comme ça. Hein. Je te le rends, Didier? Ouais, merci. Ça coûte si cher que ça? Un astrolabe, ouais, c'est vraiment pas donné. Tu peux nous donner le prix de celui-là, Didier? Oui, dans les 600 €. Voilà. Astrolabe vient du grec astrolabos, qui signifie prendre la hauteur des astres, ou des étoiles. Alors, l'aiguille au centre, ça s'appelle l'alidade. Ça, c'est l'alidade. Cette partie-là qui tourne, ça s'appelle l'araignée. Et ça se trouve sur cette grande partie qu'on appelle la mer. La mer comme la maman, pas comme la mer Méditerranée.
À moins que tu aies une maman qui s'appelle Méditerranée. Et ça, derrière, ça s'appelle l'ostanceur, c'est gradué, et en même temps, ça sert de viseur. En tout cas, sur ce modèle-là. Alors, on pense parfois que les Grecs qui ont inventé l'astronomie se contentaient de juste regarder les étoiles, de lever les yeux au ciel et d'être astronomique, hein, mais en fait, ils disposaient déjà de cet outil-là, et avec une précision semblable à celle qu'on a aujourd'hui. Le plus ancien qu'on connaît est attribué à Hipparque, le fameux Hipparque de Nicée dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur la Lune, mais ceux qui ont vraiment développé le jouet, ce sont les Arabes. Pour chaque astronome arabe, on avait 3-4 bouquins sur l'astrolabe. C'est devenu vraiment un outil indispensable à l'époque. D'ailleurs, bon, certes, on peut mesurer l'heure et savoir où on se trouve, mais les astronomes arabes trouvaient plus d'une 50aine d'usages à cet outil, que je ne saurais pas vous dire là tout de suite, mais il y en avait vraiment beaucoup. Alors, jeunes gens, c'est quoi ça ? C'est un bout de métal, mais encore... J'imagine une météorite vu l'endroit où on en est et du fait que c'est écrit dessus. Non, allez, plus sérieusement, ça s'appelle une sidérite. Alors, les sidérites sont classées en différents groupes, et je ne vais encore une fois pas vous faire l'affront de dire exactement à quel groupe elle appartient, parce que je ne sais pas. Mais Didier, tu sais peut-être ? Non. Bon, voilà. C'est en général des alliages de fer, parfois à tel point qu'on peut parler d'acier. Mais on va quand même rester dans l'alliage de fer, d'autant qu'en général c'est du fer et du nickel. Ce caillou-là présente des structures très particulières, dont je vais vous donner le nom, mais comme c'est le nom d'un Allemand au nom imprononçable, je vais de nouveau tricher et regarder mes notes. Alors, ça s'appelle des figures de Widmanstätten. Me demandez pas de le redire. Hein. C'est quelque chose qu'on trouve dans le fer qui a refroidi un peu trop ou pas assez vite. Et les soudeurs essayent d'éviter au maximum ce genre de choses. On le retrouve justement dans les soudures. Et c'est une marque de fragilité du fer, en fait. Il est cassant quand il y a ce genre de structure dedans. Mais pour les météorites, c'est très recherché parce que bah, c'est beau. Et qu'est-ce que je peux dire encore sur cette météorite ? Ah oui, il va falloir qu'on parle de différenciation. La différenciation, c'est ce qui arrive dans un corps, dans un astre, qui est suffisamment gros pour que son cœur soit chaud, de par la pression et les composés radioactifs. Voilà, c'est ça que je cherchais. Les composés radioactifs comme l'uranium, quand ils sont soumis à la pression, ils chauffent. Et ils chauffent tellement qu'on a le centre des gros astres qui devient liquide. Et donc, comme il est liquide, les éléments les plus lourds tombent au fond et les plus légers remontent le plus près de la surface. Ça, c'est ce qu'on appelle la différenciation. Les petits astéroïdes ne sont pas différenciés, ils sont froids dans leur cœur. D'accord ? Les gros subissent ce phénomène de différenciation et on se retrouve donc avec un noyau très lourd de fer. On a les éléments progressivement plus légers au-dessus. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un manteau qui est fait de minéraux plus que de métaux. Et si jamais ce gros machin est heurté par un autre gros machin, des fragments vont être éparpillés dans l'espace. Et ces fragments, ça va être des météorites. Enfin, non, ça va pas être des météorites, justement. Ça va être des météoroïdes. Parce qu'on va aussi faire un petit peu non, pas d'étymologie, comment on dit Enfin, on va faire un petit cours de vocabulaire. Un astéroïde mesure plus de 10 mètres. En dessous, on parle de météoroïde. En dessous de 100 microns, l'objet est trop petit pour laisser une trace dans le ciel. En pénétrant dans l'atmosphère, on parle donc simplement de poussière. En pénétrant dans l'atmosphère, l'étoile filante qu'on constate, parce qu'une étoile filante n'est pas une étoile, c'est un météoroïde qui pénètre dans l'atmosphère. On parle d'étoiles filantes, mais aussi de météores, voire pour les plus gros de bolides. Et le résidu au sol s'appelle donc un météorite, ou une météorite. Un météoroïde, c'est un objet spatial qui mesure entre 100 microns et 10 mètres. Alors, il y en a qui vont dire 50 mètres, il y en a qui vont dire 1 mètre, ça dépend, tout le monde n'est pas d'accord. Mais disons que ce sont des petits objets qui ne sont pas des astres, pas des astéroïdes, mais qui sont suffisamment gros pour laisser une trace dans le ciel quand ils rentrent dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'en fait, en dessous de 100 microns, on les compte plus non plus, c'est des poussières. Au-dessus, on a les astéroïdes. Donc, astéroïde, étymologiquement, c'est un petit truc qui a doucement la forme d'un astre. Comme un patatoïde, c'est un petit truc qui a doucement la forme d'une patate. L'astéroïde, c'est au-delà de 10 ou 50 mètres, encore une fois, en fonction de comment on s'accorde. Et ça peut devenir assez gros. Par exemple, il y a encore pas très très longtemps, on considérait que la protoplanète Cérès était un astéroïde. Et c'est quand même un machin qui fait 1000 km et qui orbite quelque part entre Mars et Jupiter.
suffisamment gros pour qu'on le connaisse depuis relativement longtemps. Et donc, pour en revenir à ma météorite, quand un gros caillou entre en collision avec un autre gros caillou, et que ces deux cailloux, enfin au moins un des deux est différencié, les morceaux qui vont être éjectés dans l'espace vont donc avoir une composition particulière. Et cette météorite-là, donc qui s'appelle une sidérite, si j'ai pas oublié depuis tout à l'heure, celle-là vient donc très probablement du noyau d'un gros objet qui a été différencié. En fait, la plupart des météorites viennent d'objets différenciés. On trouve des météorites qui viennent d'objets non différenciés qu'on appelle des chondrites. Je crois que tu en as une là quelque part. Ça, c'en est une, je vais la prendre. Alors, les chondrites, alors je ne sais pas si ça se voit dans celle-là, sont faites de chondres. Et les chondres, ce sont des petites poussières qui constituent les éléments, on va dire, primordiaux du système solaire. C'est les premiers trucs qui se sont formés dans la nébuleuse qui a donné naissance au système solaire. Est-ce qu'on voit des chondres là-dedans? Pas trop beaucoup. Ce sont des petites billes. On ne voit pas trop dans celle-là, il y en a d'autres là. Ah, dans celle-là, on en voit peut-être plus. Là, vous voyez les espèces de grains de sable dedans, ça s'appelle des chondres. Et ça, ce sont des grains de sable qui ont l'âge du système solaire, donc 4,5 milliards d'années à peu près. Donc, quand ce caillou il a été scié, il a vu la lumière du jour pour la première fois depuis à peu près cet âge-là. Ça, ce sont les météorites les plus anciennes et les plus primitives, on va dire. Là, on a affaire à quelque chose de plus récent, qui a donc été trituré par la physique dans le système solaire, et qui a été rééjecté dans l'espace pour finalement retourner sur Terre et donner ça. J'avais une question là. La sidérite, là, on l'a trouvée telle quelle, elle n'a pas été polie, c'était... Ah non, justement, non. Déjà, ça c'est une lame, elle a été coupée, bien évidemment, c'est une lame. Hein. Ça vient d'un énorme caillou qui a été coupé en tranches. Et pour voir ces structures là, il faut d'abord appliquer un traitement à l'acide. Ne me demandez pas lequel, mais un traitement à l'acide. Et c'est là que ça révèle les structures de... Wittmann-Statten, voilà, c'est ça. Je vais en rester là pour la sidérite. On va continuer à parler de différenciation parce qu'on a donc le noyau de fer qui est très dense. Mais ensuite, au-dessus, on a le manteau. Et dans le manteau, on commence à avoir des minéraux plutôt que des métaux. Et quand on est quelque part à la jonction entre le noyau et le manteau, on se retrouve avec des joyeusetés comme ça. Je vais laisser Didier ranger le matos. En 2016, sont référencés plus de 54 000 météorites. De toutes les météorites référencées, la NASA ne compte que 34 venant de la surface de Mars, ce qui explique leur valeur. Alors, vous avez déjà vu, juste là, ça, le prix. Les météorites, c'est très cher. Enfin, quand vous voulez une pièce de taille remarquable. Là, si vous voulez, Didier, ils vous vendent des poussières. Hein. Je pense que c'est de ça dont on peut parler, des poussières. Par exemple, celle-là, elle vient de Mars. C'est genre ça, là, ce petit truc-là. Et c'est combien, ça ? Ça, c'est 30 boules. Oui, voilà, 9 euros. Voilà. Donc, c'est vous dire le prix. À la limite, si vous n'avez pas envie d'offrir un diamant à votre nana pour le mariage, vous mettez ça dans la bague, ou peut-être un peu plus gros. Voilà, on en a aussi à 60 euros. Et comme ça, vous pouvez lui vendre du rêve. Ça, ma chérie, c'est un caillou qui vient de la Lune. Enfin, moi, perso, je ferais plutôt ça plutôt qu'un diamant. Tout le monde offre des diamants, je trouve. Bon. Alors, là, on a affaire à une palacite. Donc ça, c'est quelque chose qui vient d'entre le manteau et le noyau. Et donc là, on peut voir du fer. Donc comme tout à l'heure avec les structures de Wittmann-Statten. Voilà. Et là au-dessus, ça s'appelle de l'olivine. C'est un cristal qui est translucide. Alors, ça dépend de l'épaisseur. Là, il est un peu translucide. Mais ça, c'est ce qui est le plus recherché parce que c'est ce qui est aussi le plus rare. Et tu nous dis le prix ? En fait, on ne la vend pas. Celle-là, elle fait partie de la collection de la maison et elle n'est pas à vendre, mais une estimation de prix, c'est aux alentours de 20 000 euros. Le caillou, quoi. Pour ce petit kilo. Faire tomber. Ah ben, on voit très bien, merci, bravo. La translucidité des cristaux d'olivine, là, et donc olivine parce que vert, évidemment. Bah ouais. Voilà. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire sur les palacites ? Je sais plus, non, je crois pas. Mais là aussi, on a affaire, et bien évidemment, à une coupe. C'était un énorme caillou qui a été coupé en tranches, histoire d'enfiler un petit peu à tous les collectionneurs. Alors, s'il y a un truc qui peut être marrant, si vous voyez une météorite tomber et que vous la ramassez, ça s'appelle une chute, parce que vous l'avez vu tomber. Si vous la trouvez totalement par hasard, ça s'appelle une trouvaille. Voilà. Alors, si jamais vous voulez vous amuser à chasser les météorites, alors dans la région, c'est pas top.
Mais si vous êtes une fois dans le désert, ou vraiment en rase cambrousse, et sur un terrain qui n'a évidemment pas été labouré ou travaillé de quelque manière que ce soit, cherchez les cailloux noirs. Vous pouvez éventuellement en trouver, il y a 1500 météorites qui sont répertoriées en plus tous les ans. Donc c'est que ça se trouve. Pas tous les jours. Mais si une fois vous vous égarez dans le désert, ma foi, jetez un œil par terre, si vous voyez un caillou qui n'a pas la même couleur, il y a une chance qu'il vienne du ciel. Pendant longtemps, on a cru que les météorites ne venaient pas du ciel, justement. Ça fait 150 ans maintenant qu'on le sait, mais avant, c'était la pensée aristoclétienne qui prédominait, c'est-à-dire « wow, c'est une illusion d'optique ». Et les cailloux qui tombaient du ciel, qu'on voyait parfois tomber, c'était projeté d'un volcan, même s'il n'y avait pas de volcan à proximité, ou alors ils avaient une autre explication, ils appelaient ça les pierres de foudre. La foudre formait ça dans le ciel, et puis ensuite ça tombait. Aristote, les amis, Aristote. Aristote, attention, était un très grand philosophe, il avait une logique implacable. Le problème d'Aristote, c'est qu'il pensait qu'on pouvait expliquer le monde uniquement par la logique, et sans se fier aux observations. Et forcément, ça apporte quelques conneries, quoi. J'avais une question à propos des noms, en fait. Sidérite, ça vient d'où comme nom? Pourquoi Sidérite? Alors, Pallasite, je sais, Sidérite, je sais pas. La Pallasite, c'est du nom de Pallas, l'astronome, physicien, astrophysicien, on va dire, de son temps. Donc, bon, c'est du nom de Pallas. L'astéroïde Pallas, c'est pareil, et je crois qu'il a aussi un cratère sur la Lune. Oui, Pallas, voilà. En fait, quand on aime bien quelqu'un en astronomie, on lui donne des noms. Par exemple, le monsieur, là, il a un astéroïde qui porte son nom, et un cratère lunaire aussi. Mais c'est pas... oui, un astéroïde et un cratère. Mais en fait, c'est pas directement... Ouais, lui, c'est un usurpateur. Il s'appelle Kulik. Et Léonid Kulik, c'est un astronome russe, Léonid Kulik, qui est parti en expédition en Sibérie après l'incident de la Tunguska. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Tous les jours, plus de 100 tonnes de matériaux provenant de l'espace tombent sur la Terre. Donc on n'a pas vraiment à s'en faire pour la baisse de la masse de la Terre due à tout ce qu'on envoie dans l'espace. Elle augmente, elle augmente. Avant que l'on sache qu'elle venait du ciel, les météorites étaient indifféremment appelées uranolites ou aérolites. Selon la pensée aristoclétienne, les météorites ne viennent pas du ciel. Les météores, les bolides et toutes ces choses qu'on voit ne sont que des reflets de choses qui se passent sur Terre. Quant aux pierres qu'on trouve, elles ont été créées soit par la foudre, parce que pourquoi pas, soit rejetées par des volcans, même s'il n'y a pas de volcan à proximité. Le 9 octobre 1992, à Peekskill aux États-Unis, une dame s'est fait défoncer sa Chevrolet par une chute de météorite. À Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, un chauffeur de bus serait mort de la chute d'une météorite, mais c'est une information à vérifier. Et bien évidemment, en 2013, à Tcheliabinsk, je crois qu'on se rappelle tous de toute façon de ce météore-là. Hein. Ah, alors les 4 satellites visibles de Jupiter, ça c'est un truc qui est sympa pour ceux qui veulent débuter l'astronomie, parce que tu peux les voir avec une paire de jumelles, et t'as pas besoin d'une paire de jumelles de ouf, tu peux partir sur... Moi j'ai des 8x20, donc c'est tout petit comme jumelles, et ça passe déjà easy. Donc il y a Io, Callisto, Ganymède et Europe, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo que normalement vous avez tous vue. Et donc ces 4 lunes-là, tu peux effectivement les voir simplement avec une petite paire de jumelles ou une toute petite lunette amateur, tout ça. Donc ça c'est le genre de choses qui peut être bien pour débuter l'astronomie, surtout si tu reviens à quelques heures d'intervalle, parce que tu les vois tourner. Les plus proches font le tour de Jupiter en 8 heures. Et Jupiter, elle fait un tour sur elle-même en quelques heures seulement, je sais plus combien exactement non plus, il faut vraiment que je révise avant de faire une vidéo. Hein. 17 heures je crois. Ouais, mais c'est vachement rapide pour un truc de cette taille-là quand même, hein, quand tu penses que la Terre à côté c'est... Là, bah tiens, il n'y a pas une Jupiter là, si. Là, Jupiter, la Terre, elle est grande comme ça à peu près à côté. Et ce machin-là, ça fait un tour sur lui-même en 17 heures, tu dis tourne. Bah, d'ailleurs, c'est la haute vitesse de rotation de Jupiter qui explique les anneaux de nuages qu'on voit à la surface, qui sont organisés comme ça à cause de cette grande vitesse de rotation, qu'on retrouve aussi dans une moindre mesure sur Saturne. Mais cette Saturne-là, je la trouve pas très belle. Pluton était considéré comme Pluton était considéré comme une planète par les Américains qui étaient très fiers d'avoir découvert une planète. C'est pour ça que d'ailleurs ils aiment pas trop les Américains qu'on éjecté de la liste. Voilà, parce que c'était la seule planète qu'ils avaient découverte, c'est dommage. Et en fait, aujourd'hui, Pluton est considéré comme une planète naine, parce qu'il se trouve que Pluton, c'est loin d'être la seule. Il y en a plein, et je ferai sûrement aussi une vidéo là-dessus,
dans le système solaire, des trucs de la taille de Pluton, il y en a partout. Le système solaire, c'est pas juste 8 grosses planètes et basta. Il y a des millions et des millions d'objets dedans, bon, certains qui sont grands comme ça, d'autres qui sont un peu plus conséquents, mais comme je vous parlais tout à l'heure de CRS, il y a des tas d'objets qui, pour certains, pourraient déjà être considérés presque comme des planètes qui orbitent autour du Soleil. Ça t'a pris comment le goût de l'astrologie? Pardon? De l'astronomie. Alors, qui connaît la différence entre un télescope et une lunette? Ce genre de lunettes? Ouais, voilà. Alors, la lunette, étymologiquement, c'est aussi un petit peu pour observer la Lune. Ça, c'est une lunette. Une lunette, c'est con, elle a des lentilles en verre. Ou en cristal de fluorite, ou de fluorine, ou peu importe. Une lunette, elle a une optique en verre. Le problème, c'est que des lentilles très grosses, c'est très cher à fabriquer, mais genre vraiment très cher. Hein. Par exemple, si vous prenez... bah tiens, on va regarder les lunettes qu'il y a là. Pardon. Voilà. Alors, tube seul, hein, donc juste la lunette là déjà c'est 571, et si je regarde la Takashi là qui est un super objet en fluorine justement, là le prix 5000 palos. Voilà. C'est parce que le verre est très difficile à travailler pour qu'il soit vraiment très bien, pour qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle des aberrations chromatiques dedans, etc. Et donc, si on veut capter beaucoup de lumière, il faut une optique très ouverte, hein, c'est un entonnoir, hein, donc il faut que ce soit très évasé. Vu que c'est évasé, bah, il faut des énormes lentilles et donc ça coûte cher. Et donc on a des gens comme Newton qui se sont dit mais il y a un autre moyen de faire. Si on prend des miroirs concaves. Un miroir, c'est beaucoup plus facile à fabriquer. Bon, un miroir, c'est cher aussi, mais beaucoup moins. Un bon miroir sur un gros télescope comme ça, bah tiens, on va aller voir les prix. Voilà, celui-là, il est quoi? Il a un diamètre 2 fois supérieur à la... Non, 3 fois... Ouais, 4 fois supérieur à la grosse Takashi là-bas. Et le prix, il est 5 fois moindre. Parce qu'un miroir, c'est plus facile à fabriquer, donc moins cher. Et on peut obtenir des tailles absolument gigantesques. Regardez le VLT, alors bon, c'est pas un seul miroir, mais regardez le VLT, regardez Hubble, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu fabriquer avec du verre, ne serait-ce que pour une question de poids. S'il avait fallu envoyer Hubble avec des lentilles en verre là-haut, ça aurait coûté sacrément plus cher. Alors, ça c'est un Newton. T'as un miroir qui est au fond de ce tube, d'accord? Miroir concave qui ramène la lumière en la focalisant sur une araignée qui est là, je vais l'ouvrir. Là, vous voyez l'araignée dedans? Ouais. Je vais la montrer à la caméra. Et donc là-dessus, tu as un deuxième miroir incliné à 45 degrés qui renvoie la lumière là. Et ça, c'est le principe développé par Newton. Après, il y a 15 000 manières différentes de faire un télescope. Par exemple, tu peux... Est-ce qu'il y en a là? Là, tu as le miroir qui renvoie la lumière derrière. Mais par contre, je vais éviter de dire des conneries. Si c'est un Schmitt, un casse-grain, un Schmitt casse-grain, un Richelet chrétien, qu'est-ce que j'en sais. Là, des systèmes, t'en as 15 différents. Mais globalement, c'est toujours un premier miroir, un deuxième miroir et ton œil. Mais t'as dit c'est une araignée ce qu'il y a devant? On appelle ça une araignée. Ça obstrue pas un peu la vue, ça empêche pas de voir? Alors, non, ça n'obstrue pas la vue. Par contre, ça fait quelque chose de très intéressant. Quand vous prenez une photo avec une lunette comme ça, elle n'a pas d'araignée, elle a juste la lentille. Donc vos étoiles, elles sont rondes. Par contre, si vous voulez savoir si une photo du ciel a été faite avec une lunette ou un télescope, regardez voir par exemple celle-là. Alors attends, tu vas le tenir du coup Didier. Vous regardez les étoiles les plus brillantes là, on a des croix dessus. Ça, c'est provoqué par la diffraction de la lumière de l'araignée d'un télescope. Pour savoir si une photo a été faite avec une lunette, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les petits machins, les petites structures. On appelle des aigrettes de diffraction. Des aigrettes. Je cherchais le nom et je ne le trouvais plus, donc je me suis dit je vais appeler ça des machins. En plus, pour un photographe, c'est franchement con de ne pas se rappeler du nom d'aigrettes. S'il y a des aigrettes, télescope. Alors attention, télescope avec une araignée. Il y en a, alors je sais pas si celui-là là-bas, il n'en a probablement pas. Oui. Normalement, sur celui-là, il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas de diffraction. Et pas d'aigrette. Donc ta méthode, elle marche. Je le vois pas d'ici. Il y a un truc au milieu. Oui, mais il y a pas l'araignée, il n'y a pas la structure en voilà. Ça, ce que vous voyez, c'est le miroir au milieu, d'accord? Mais celui-là, du coup, il va pas faire d'aigrette. Essayez de pas tout casser. On est bon? Je te laisse le remettre? Ok.
Pas d'araignée, pas d'aigrette. Celui-là, là, le gros Dobson, il a une araignée, donc il fait des aigrettes. Bon, par contre, on fait pas de photos avec un Dobson, c'est pas très pratique. Mais cette photo a donc probablement été faite avec un Newton. C'est celui qui nous a montré. Je vais m'éloigner d'eux parce que sinon on va les entendre parler dans le... donc maintenant vous savez quand vous regardez une météorite si elle vient d'un objet différencié ou pas, et de quelle partie de cet objet elle vient, et vous savez, rien qu'en regardant une photo astro, si elle a été faite avec un télescope ou une lunette. Alors, je tiens juste à préciser avant la fin de la vidéo que je n'ai pas reçu de compensation quelle qu'elle soit pour tourner cette vidéo. J'ai été gentiment invité par la Maison de l'Astronomie à venir tourner chez eux. A priori, ils essayent de renouveler leur image sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils y arrivent plutôt bien vu qu'ils font venir pas mal de monde. Et donc c'est un cadre qui est vraiment sympa. Et je remercie aussi au passage tous les gens qui sont venus pour la vidéo. Finalement vous étiez quelques-uns, mes salauds. Bon, quoi qu'il en soit, je remercie Didier de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je remercie la Maison de l'Astronomie en général. Et puis je crois que on a à peu près fait le tour de la question. Alors comment on fait? Donc je lève les yeux au ciel machin, je me baisse et je fais le point comme ça, à peu près. Ok. Donc le micro est là. Gueulez pas non plus comme des fous, mais vous avez le droit de faire un peu de bruit, c'est pas grave, on va pas les tuer. Hein. Non, c'est dans l'autre sens. Ok. Alors. Et comme d'habitude, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek. Et alors, Bon, j'ai un petit peu bougé la caméra, mais c'est pas grave, on va dire que ça marche quand même. Hein.